Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 6e émission d'Impact Co, 10% pour tout changer. Alors, on le rappelle, hein, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale en partenariat avec French Impact et Pro Bono Lab. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement par les compétences, notamment durant cette crise, et il y en a eu énormément. Nous recevons donc le directeur général d'une association spécialisée dans le pro bono, Sylvain Raymond, et un cabinet d'audit avec PwC, avec son président Bernard Guénier. On commence tout de suite avec Pro Bono Lab, avec Sylvain Raymond. Donc vous êtes le directeur général depuis 2 ans. Pro Bono Lab, c'est une association spécialisée dans l'engagement par le partage de compétences depuis 9 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de manière plus globale sur le nombre de volontaires, d'associations ou d'entreprises partenaires? Exactement. Bonjour Cyrielle. Alors oui, le pro bono, en latin pro bono publico, ça signifie pour le bien public. Et c'est la pratique qui consiste à mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause. En France, on a des dispositifs assez exceptionnels, hein, puisqu'il y a le dispositif du bénévolat de compétences, le fait de pouvoir mettre ses compétences à disposition d'une association en dehors du temps de travail, et le bénévolat et le mécénat de compétences qui permet de le pratiquer sur le temps de travail. Donc Pro Bono Lab fédère les acteurs qui portent ces engagements-là. On est présent partout en France et dans 30 pays du monde à travers le Global Pro Bono Network. Autour de ces deux missions, principalement, diffuser la culture avec les entreprises pionnières, avec les acteurs publics, avec les décideurs publics pour diffuser cette culture du pro bono. Et puis, en pratique, pour permettre à chaque entreprise, chaque citoyen qui le souhaite, de pouvoir s'engager et d'engager ses compétences. Vous êtes membre de 2 réseaux, notamment internationaux, le Global Pro Bono Network, également le Points of Light. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat? Exactement. Donc, nous, on est une émanation d'un réseau international, donc le Global Pro Bono Network, qui est présent dans 30 pays du monde. Comme je le disais, le cadre français est assez spécifique, donc ça nous permet d'avoir une culture du pro bono bien à nous, mais qui nous permet de proposer notamment aux entreprises d'engager des collaborateurs partout dans le monde où ce réseau est présent, à travers des programmes d'engagement qui, là, mobilisent plusieurs milliers de collaborateurs autour de formats pro bono, bénévolat, mécénat de compétences. Ça représente en effet aujourd'hui 7000 volontaires mobilisés au sein de notre communauté pour 750 structures à finalité sociale. Et Pro Bono Lab, c'est 110-115 entreprises partenaires aujourd'hui. Et vous avez notamment, durant cette crise, cette fois-ci, participé à plusieurs groupes de réflexion dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Et notamment, vous avez été un acteur phare dans le secteur du bénévolat et du mécénat de compétences. Justement, quel est l'impact actuellement sur le secteur et quelles sont les pratiques du bénévolat, du mécénat de compétences qui sont les mieux adaptées durant cette crise? Il y a eu plusieurs effets leviers, mais en effet, on a vécu un passage, une crise qui débute à peine, hein, donc on va continuer à observer ces phénomènes, mais qui a eu des effets leviers sur la question de l'engagement, en effet, des collaborateurs notamment. Ce qui est assez paradoxal parce que on a des associations et des études qui montrent parallèlement qu'il y a très peu d'associations qui ont maintenu leurs activités, 3/4, que très peu d'associations aujourd'hui ont besoin de compétences, seulement 8% selon certaines études. Et paradoxalement, il y a eu un regain d'intérêt de la part de collaborateurs confinés, notamment, qui se sentaient un peu inutiles chez eux et qui souhaitaient pouvoir donner de leur temps à des associations. Donc, toute la difficulté d'acteurs comme nous, ça a été d'adapter les dispositifs pour répondre à cette demande et à cette offre d'un côté de compétences et de l'autre le besoin qu'avaient les associations. Il y a eu plusieurs initiatives. Il y en a une qui a drainé vraiment cette émulation collective, c'est la réserve civique du gouvernement. Je veux aider, le dispositif qui permettait sur 5 axes prioritaires à des personnes, individus, collaborateurs, de pouvoir s'engager sur des missions de terrain de première nécessité. Et en parallèle, tous les acteurs de nos écosystèmes qui sont organisés pour monter une initiative très collective avec les principaux acteurs du bénévolat et exactement, qui se sont fédérés sur bénévolat.fr. Et puis saluer aussi les initiatives d'autres acteurs qui ont travaillé plus de leur côté individuellement. Je pense à la Startup Vendredi qui a lancé le mouvement Tous confinés, tous engagés, donc vraiment délimité sur le temps du confinement, qui a permis et qui a eu le mérite de
de permettre à des entreprises qui connaissaient très peu ces sujets de se lancer et d'avoir d'avoir le goût de l'engagement souvent pour la première fois. Et puis des initiatives comme des acteurs comme Big Bloom, notamment, qui ont continué à mobiliser à distance les collaborateurs d'entreprise, notamment. Comment ça se traduit aujourd'hui le bénévolat à distance? Parce qu'on incite les gens, il y a des belles plateformes, il y a des volontés, mais concrètement, pour des personnes qui ne l'ont encore jamais fait, comment ça se traduit actuellement? Alors, la première initiative, donc celle de bénévolat.fr, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que les 7 acteurs qui ont fédéré ces initiatives pour des missions à distance, donc France Bénévolat, Bénénova, Passerelle et Compétences, Webasso, Tous Bénévoles, Latitude et nous, on a juste adapté ce qu'on proposait habituellement à distance. Donc, pour Bénénova ou Passerelle et Compétences, des missions plus individuelles où on conseille à distance des jeunes sur leur sujet scolaire, où on conseille à distance des demandeurs d'emploi sur leur recherche d'emploi. Nous, notre spécialité, c'est plutôt le format collectif en équipe, les combinaisons de compétences qu'on va créer pour une association. Et donc, on a maintenu ces fameux formats à distance qui sont des formats qui permettent à plusieurs collaborateurs, une dizaine, de pouvoir transmettre leurs compétences à des associations selon une problématique que nous avons définie en amont. Typiquement, j'ai un problème sur ma communication actuellement. Zoom. Exactement. Donc Zoom, Klaxoon pour les phases un peu de créativité, avec des outils qu'on utilise tous actuellement. On a réinterprété complètement le fameux marathon pro bono, où des dizaines de personnes s'engagent et engagent leurs compétences à distance. On les a appelés un peu différemment. C'est le e-trail, le e-semi-marathon et le e-sprint qui permettent sur des durées assez limitées de pouvoir s'engager pendant plusieurs heures à plusieurs jours. Donc c'est ça le e-pro bono, c'est-à-dire qu'on se connecte via une plateforme et on échange sur un sujet et on partage de compétences sur comment faire un business model, etc. C'est ça? Comment Exactement, communiquer en temps exactement. de crise? Voilà, Et c'est c'est quoi les donné thématiques sur justement? sur des missions très Les définies. Je thématiques pense que recherchées aujourd'hui? le gros sujet du moment, ça a été beaucoup déjà des choses assez basiques, hein. C'était d'être rassuré, le fait de pouvoir avoir une équipe de collaborateurs d'entreprise qui vont nous donner tous les premiers bons conseils de comment se comporter face à une période comme celle-ci qui est extrêmement déstabilisante. Après, nous, les missions types, c'est comment on recrute de nouveaux mécènes, comment on recrute de nouveaux bénévoles, de nouveaux volontaires, tous les aspects de communication, tous les aspects juridiques. Nous, on a beaucoup renforcé l'accompagnement sur l'accès aux aides, notamment aux aides de l'État, aux aides et aux dispositifs qui avaient été mis en place pour ces acteurs pendant la crise. Mais voilà, ça peut être très, très diversifié. Mais je pense que là, la valeur fondamentale que ça a eu, ces missions à distance, ça a simplement été de pouvoir être là pour des associations et des acteurs de l'ESS qui sont en grande souffrance, et parfois même des individus derrière tout ça, hein, des dirigeants de structures, des bénévoles qui savent pas trop comment prendre le sujet en main et qui ont pu avoir recours à des collaborateurs d'entreprise ultra mobilisés qui ont des réflexes, qui ont un professionnalisme extrêmement précieux dans ces périodes. Vous avez eu de nouveaux clients durant cette période au niveau des entreprises? Alors nous, on a favorisé les partenariats et les missions qui avaient déjà débuté dans la phase de présentiel préalable, parce qu'on considère que c'est très difficile en fait de commencer à s'engager à distance. Le mécénat de compétences a un coup de cœur entre une association et une personne, entre deux personnes, et c'est vrai que on a peut-être un peu des puristes sur ce point-là, mais on aime bien que ça se passe vraiment sur le terrain comme une rencontre normal. Donc, on a surtout continué les missions qui étaient engagées pour pas handicaper les associations qui avaient déjà bénéficié de premiers conseils. Il y a eu en effet un effet levier. Il y a eu beaucoup de nouvelles entreprises. Dans les chiffres, on évoquait quasiment 100% de demandes en plus. Hein, donc, ça a été une recrudescence de demandes. Paradoxalement, pas seulement pour mobiliser des collaborateurs, mais pour bénéficier d'une période qui permettait de réfléchir, de se poser pour essayer de comprendre comment on allait engager les collaborateurs au moment de la reprise, quelle forme ça allait prendre, comment on faisait pour maintenir le lien avec des collaborateurs. Est-ce que des collaborateurs qui habituellement s'engagent en bénévolat de compétences, qui se retrouvent en chômage partiel,
peuvent continuer à s'engager dans cette période. Donc nous, je pense la plus-value, la vraie valeur ajoutée, c'était ça, c'est d'être un peu la hotline conseil de toutes ces entreprises, ces 115 entreprises qui se posent plein de questions et qui bénéficient de cette période pour reposer un peu leurs fondamentaux d'engagement. Et pourquoi, selon vous, il est important d'engager son entreprise en pro bono en temps de crise? Est-ce que vous pensez que c'est aussi un moyen de répondre aux enjeux de réputation ou au contraire, c'est vraiment le moment idéal pour affirmer ses engagements? Mais je pense que la plus grande nécessité pour l'entreprise, et qui plus est dans une période comme celle-ci, c'est de répondre à la quête de sens des collaborateurs. C'est-à-dire que là, les entreprises qui engageaient leurs collaborateurs avant peuvent et ont pu les poursuivre à distance, et je pense que c'est une très très bonne chose. On en a un exemple aujourd'hui, je pense. Et puis il y a celles qui ne le faisaient pas, et je pense que ça a été un déclic. Les collaborateurs qui seront restés chez eux confinés pendant plusieurs mois, beaucoup auront ressenti cette inutilité. Et c'est pas péjoratif, c'est le fait de se sentir un peu en marge de ce qui se passait en première ligne. Et en première ligne, en fait, il y avait des associations, il y avait des soignants, il y avait des bénévoles. Et donc, d'une certaine manière, cette phase, elle a eu le mérite de mettre un vrai coup de projecteur sur ce que pouvait être le soutien, le pro bono, le soutien, le bénévolat. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que si elles ne le proposaient pas à la reprise, elles allaient certainement passer à côté de quelque chose, parce que les collaborateurs qui vont revenir au travail dans quelques temps progressivement, c'est des collaborateurs dont la quête de sens aura été multipliée par 10. Donc c'est ça, je pense, que ça révèle. Alors, en jeu de réputation, certainement. Je pense que quand on s'engage dans une démarche comme ça, dans la période où confiné, on va continuer à s'engager, il y a quelque chose de très marketing qui vient dans une longue liste d'engagements que peut faire une entreprise dans cette période. Mais je pense que c'est justement pas superflu et que c'est le début de quelque chose d'un peu plus profond qui va correspondre davantage aux aspirations des collaborateurs à la reprise. Comment ça va? Bah, en parlant de reprise, nous sommes actuellement le 13 mai, 2 jours après, entre guillemets, le déconfinement, mais il y a encore beaucoup de télétravail. Comment ça va se passer, aujourd'hui pour vos entreprises? D'ailleurs, est-ce qu'elles vous ont toutes sollicité durant cette période de crise ou justement actuellement il y a une évolution et elles reviennent vers vous là? Il y a eu les deux cas de figure. Toutes les entreprises ne considéraient pas qu'il était bon de mobiliser leurs collaborateurs, surtout ceux qui étaient très touchés et qui avaient beaucoup de collaborateurs en chômage partiel. Celles-ci ont vraiment profité de la période plutôt pour essayer de prendre du recul et de réfléchir la suite. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont souhaité ne pas mobiliser des collaborateurs tenant compte justement des faibles besoins associatifs. Il y en a d'autres qui vraiment pour le coup, ont profité de cette période pour intensifier leurs engagements et pouvoir, d'une certaine manière, sensibiliser davantage l'ensemble de leurs collaborateurs à ces sujets. Comment nous, on prépare la suite? On va simplement reprendre nos activités normales parce que confinés pendant plusieurs mois, quand les collaborateurs vont revenir au travail, ils seront très contents de se retrouver autour de missions qui ne seront pas seulement les missions professionnelles, mais des engagements citoyens, collectivement, concret. Donc nous, on prépare ça, on prépare la réhabilitation, la remise en place de formats présentiels. On a un programme qui s'appelle la Pro Bono Factory, qui est décliné dans toutes les plus grandes villes de France et qui permet à des collaborateurs de toute entreprise, des agents de service public, des demandeurs d'emploi, des étudiants, de s'engager collectivement. C'est un peu la fête du pro bono un peu partout en France. Et je pense que là, ça va être pour le coup une grande fête des retrouvailles et du pro bono qui passe beaucoup plus par le terrain, en effet, que ces missions extrêmement frustrantes en réalité de s'engager à distance quand on a envie d'être avec l'association. Là, ça sera vraiment une bonne fête de retrouvailles. En tout cas, c'est ce qu'on prépare nous de notre côté. Et concernant quelles sont vos intuitions, Sylvain Raymond? Cette crise, selon vous, va-t-elle changer quelque chose justement à la volonté d'engagement des collaborateurs? Vous avez commencé à y répondre, mais le pro bono va peut-être, avoir d'autant plus de succès, non? Vis-à-vis des collaborateurs et surtout des entreprises. Vous voyez une tendance positive, concernant votre secteur? Oui, complètement, parce que cette crise, elle a conforté pas mal d'intuitions qu'on portait, notamment au niveau du club des pionniers, les 35 entreprises qui réfléchissent depuis maintenant 2 ans aux évolutions de cet art, cet engagement-là. Ça a confirmé le fait que le pro bono, il était essentiel pour maintenir un lien, pour créer une cohésion interne au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit
quelles qu'en soient les conditions. Et ça, c'est un premier point important. Ça rehaussait la valeur des métiers d'accompagnement. Je disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'utilité sociale des métiers. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ont trouvé une utilité ailleurs que dans leur travail dans cette période-là. Donc, ça vient confirmer aussi ces effets-là. Et puis, il y a un truc quand même assez incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte que le premier capital d'une entreprise, ce qui lui permettait de tourner à cette entreprise, c'est le capital humain, en fait. Capital humain. C'est les hommes et les femmes qui la composent, et c'est les compétences qui s'agrègent quand ils décident justement de s'engager. Et je pense que nos entreprises ont été, elles avaient conscience de ça, mais je pense que ça a réhabilité le fait qu'une entreprise, c'est d'abord un groupement d'hommes et de femmes qui ont des aspirations professionnelles, qui ont des aspirations aussi de citoyens et de citoyennes, et qu'il est temps de pouvoir les engager, que demain, ça sera d'autant plus important de le faire. Donc, toutes ces convictions-là, elles ont été complètement confortées par cette période de crise. Un dernier point, au sujet de l'international, vous faites partie de réseaux internationaux. Ça se passe comment? Ça s'est passé comment dans les autres pays européens ou même aux États-Unis? Ça s'est passé comment le bénévolat, le pro bono? Disons que ça s'est organisé là en France, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a eu des initiatives publiques, je pense à la réserve civique, c'est le gouvernement qui a porté cette initiative, et les intermédiaires ont eu tendance à s'adapter à ce dispositif. Il s'avère que dans d'autres pays, il n'y avait pas ces initiatives prises par le pouvoir public, donc c'est des intermédiaires comme nous qui ont eu cette initiative de la mettre en place. On voit des actions qui étaient tout de suite très tournées sur l'aide directe aux soignants dans certains pays. Dans d'autres, on a eu des actions qui étaient beaucoup plus tournées sur le terrain. Donc, selon les pays, les intermédiaires sont organisés complètement différemment. Après, il y a quand même une ligne de tendance une ligne de force qui s'est dessinée. C'était quand même d'essayer de respecter un maximum les aspirations et les volontés des structures à finalité sociale qui avaient ces besoins en compétences. Il s'avère que dans beaucoup de pays, on s'est rendu compte, comme en France, que la priorité des structures à finalité sociale, c'était plutôt d'être rassurés par leurs financeurs que d'obtenir le soutien de leurs collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. On a eu, nous, au niveau du Global Pro Bono Network et tous les membres qui le composent, plutôt cette tendance à la mobilisation collective et essayer de fédérer les écosystèmes plutôt que vraiment de se lancer dans des logiques où on allait mettre en place des choses ad hoc, un peu délimitées dans le temps. On a pensé plutôt long terme que court terme, et ça, c'est la ligne de conduite qui a été adoptée au niveau international. Penser justement le long terme au moment de l'urgence et penser collectif au moment où on sait que la crise ne fait que commencer. Une dernière question avant de passer avec PwC. Je crois que vous organisez prochainement un sommet digital, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la date et le contenu? Exactement, donc ça sera du 13 au 15 octobre prochain. On aura la chance d'accueillir le Global Pro Bono Summit en France, donc dans un contexte assez particulier, qui réunit justement les intervenants des 30 intermédiaires des 30 pays du monde. L'objectif, là, il sera d'autant plus important, c'est que le réseau, il est soumis au contexte géopolitique international. Il a été aussi fragilisé par cette période, mais il aura aussi permis de mettre en avant un certain nombre d'innovations comme jamais. On a innové en 2 mois comme jamais on l'avait fait en 2 ans. Et du coup, notre objectif avec ce Global Pro Bono Summit, ça va être de partager toutes ces innovations-là pour pouvoir les ouvrir notamment à nos entreprises. Voilà. Donc, ça va être un vrai temps d'émulation collective avec cette spécificité de savoir aujourd'hui si on est en mesure ou pas de maintenir une part en présentiel. Ça va se décider dans les prochains jours. Merci beaucoup, Sylvain Raymond. On passe maintenant à Bernard Guénier. Je le rappelle, vous êtes président de PW France et également du Maghreb depuis 7 ans. Vous en êtes à votre 2e mandat. PwC, on le rappelle, c'est un cabinet de conseil. Vous faites partie d'un réseau mondial de près de 276 000 personnes dans le monde, réparties dans plus de 100 pays. Et vous managez, vous, Bernard Guénier, près de 5 000 collaborateurs répartis entre la France, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous présenter la particularité de PwC et vos engagements? Je dirais que ce qui nous engage PwC, et surtout en France, parce que c'est une conviction personnelle très forte, et d'ailleurs ça a été dit déjà tout à l'heure par Sylvain, c'est en fait qu'il faut savoir remettre l'humain au centre de tout ce qu'on fait. Je pense que dans cette crise,
on s'en rend bien compte que ce qui compte le plus, c'est justement l'humain dans un environnement qu'il faut préserver. Et donc, en mettant l'humain au corps de toute chose, on est capable, et en tout cas c'est notre objectif, de réconcilier en fait l'économie et la société et son environnement. Et donc, pour nous, l'entreprise est le moteur. Pour moi, l'entreprise, ce sera le moteur demain par rapport à d'autres corps intermédiaires. Ce sera le moteur essentiel de cette réconciliation, beaucoup plus probablement que les États ou que même des syndicats ou voire même les médias d'ailleurs, parce que c'est un corps social en fait. C'est un endroit où on invente, on imagine demain beaucoup plus facilement, en apportant chacun de nous d'ailleurs sa part de citoyen, sa part de travail, sa part de travailleur, sa part de collaborateur et sa part aussi de consommateur. Donc toutes les tendances du monde se cristallisent dans l'humanité donc et de ce collectif d'acteurs que sont ce qu'on appelait le capital humain. J'aime pas beaucoup le mot capital humain, je trouve que c'est très financier. Je pense que justement c'est beaucoup plus que ça. Et donc c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est réconcilier économie et société en mettant l'entreprise au cœur de tout ça. Et il me semble que l'entreprise va changer de pied. C'est pour ça que je fais partie de ce mouvement des 10%. C'est que l'entreprise doit s'engager autrement. Elle n'est pas simplement en dehors de la société, une île qui achète, vend, produit et réalise des résultats et des profits pour investir. Non, elle est là pour avoir un rôle dans la société. Je pense que c'est ça que l'entreprise du 21e siècle doit faire. Voilà. Vous êtes tout à fait en adéquation avec la loi Pacte, du coup, avec justement la raison d'être statutaire ou encore les entreprises à mission. Ça continue dans vos valeurs, finalement. Ah ben c'est en total, c'est complètement aligné, puisque la raison d'être chez PwC, la raison d'être chez PwC, par exemple, dans le monde, c'est juste pour donner la référence pour nous, c'est créer la confiance dans la société et résoudre des problèmes importants. Parce qu'on est à la fois un cabinet d'audit et un cabinet de conseil. Et donc, la confiance est très importante pour un auditeur. C'est son rôle principal, c'est de donner la confiance au public dans les comptes d'une entreprise. Et le conseil, c'est celui aussi qui résout des problèmes et les problèmes importants de la société. Et les deux se répondent. On ne peut pas faire de conseil sans confiance et on ne peut pas être auditeur sans comprendre les problèmes du monde pour les refléter dans les comptes des sociétés. Donc ces éléments-là, c'est notre raison d'être. Et pour toutes les entreprises, ça me semble être absolument indispensable demain. Une entreprise qui ne serait pas donné du sens à son action et qui n'explique pas pourquoi elle existe et pourquoi elle agit, elle aurait de grandes difficultés demain avec ce que j'appelle les collaborateurs, ce que j'appelle les consommateurs, parce que, et nous on le voit bien lorsqu'on recrute beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, des universités, ils ont une conscience du monde qui est presque en avance sur beaucoup, et ils nous demandent d'agir sur l'environnement, dans ce que nous sommes, et d'agir aussi en tant qu'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes et pas simplement de ses actionnaires. Je rappelle d'ailleurs que pour PwC, nous ne sommes pas une filiale. Moi, je suis patron d'une entreprise indépendante qui est détenue par des associés qui ont la firme, enfin notre entreprise PwC, elle est détenue par des associés qui n'en ont pas la propriété, ils n'ont pas de stock option, si je puis dire, ou d'action. Ils en détiennent la propriété, mais ils n'en tirent aucun bénéfice de valeur. Ils en retirent on se partage le résultat de l'activité, mais il n'y a pas de plus-value faite par les associés. Quand vous êtes nommé associé chez PwC, vous êtes nommé sans payer quoi que ce soit, et quand vous partez, vous ne recevez rien. Donc, on a la firme en usufruit chez nous. C'est comme ça qu'on dit. Et on veut la rendre meilleure. C'est notre objectif. Lorsqu'on nomme un associé, on lui dit il faut que tu la rendes meilleure que ce qu'elle était. Chez vous, j'aime bien. Nous sommes une coopérative, vous voyez. Nous sommes une coopérative. Oui, je vois. Pardon. Chez vous, chez PwC, on ne parle pas d'experts, mais d'acteurs engagés. Et pour vous, une entreprise, je vous cite, qui ne donne pas de sens et ne s'engage pas pour le bien commun n'est pas viable. C'est ce que vous venez de nous dire. Donc, en période de crise, votre slogan prend aujourd'hui tout son sens. Avec toutes ces coalitions et solutions innovantes venant du secteur privé, est-ce que ça vous surprend ou pas du tout? Écoutez, ce qu'on redécouvre dans cette crise, c'est le sens de la solidarité. Et la solidarité, c'est parce que face à nos fragilités et nos vulnérabilités de santé ou autres, parce qu'il y aura peut-être d'autres crises avec d'autres
de problématiques. C'est cette solidarité, c'est notre capacité à être ensemble qui fait que on se protège et qu'on prend le sens du rôle de chacun. Donc les coalitions, par construction, sont pour moi les meilleures façons de répondre à des enjeux collectifs. Et donc, probablement, ce mot de solidarité, ce mot de coalition est un mot d'avenir évident que la crise révèle, reflète et qui, on le voit bien dans les hôpitaux. Bon, mon frère est professeur de réanimation en réanimation à Marseille. Il s'occupe des cas de Covid. Il a en charge la réan Covid à l'hôpital de la Timone à Marseille. On voit bien que ces soignants, on les voit, ce collectif a une puissance extraordinaire avec une capacité à traverser cette crise avec une lucidité et une capacité d'action que seul le collectif permet de faire, malgré toutes les contraintes qu'ils ont pu entrevoir, percevoir, subir dans un contexte d'un hôpital en difficulté. Nous parlons aujourd'hui d'engagement des collaborateurs, de pro bono. Est-ce que c'est une habitude chez vous et comment d'ailleurs vos collaborateurs peuvent-ils s'engager chez PwC? Alors, l'engagement, pour moi, c'est essentiel parce que c'est un instrument de faire grandir nos équipes. Être engagé, s'engager avec des associations, c'est voir le monde différemment. C'est pour moi absolument essentiel. Et d'ailleurs, on ne peut pas, dans nos parcours de leadership, on demande à nos équipes, si elles veulent progresser chez nous, d'être engagées en fait. En tout cas, de faire l'expérience de l'engagement pour qu'elles découvrent la profonde signification et les valeurs que ça implique et tout le retour dont elles bénéficieront en faisant ça. Parce que finalement, quand on est engagé, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne en réalité. Ça peut paraître un paradoxe, mais pour moi, c'est évident. Et donc, cette recherche de l'engagement est au cœur du faire grandir chez nous qui est absolument essentiel. Et donc, à partir de là, on a défini, je dirais, des parcours pour nos managers, mais aussi pour nos jeunes qui rentrent chez nous, pour leur donner accès à un certain nombre de choses. Alors, il y a deux choses, et ça a déjà été dit tout à l'heure. On distingue bien le mécénat de compétences, où là, l'entreprise s'engage pour un certain nombre d'associations par rapport à un certain nombre de priorités. Chez nous, les priorités, c'est égalité, diversité, enfin, égalité des chances et diversité, c'est santé, bien-être, et c'est aussi s'engager pour la compétitivité et l'attractivité de la France. Voilà, c'était ces trois éléments d'engagement sociétal vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'associations. Donc, sur l'égalité, pour donner un exemple, égalité des chances et diversité, nous sommes très engagés et beaucoup d'associations, au sein de l'ascenseur, par exemple, que vous connaissez sûrement. Je suis moi-même président d'une association qui s'appelle Télémac. Donc, nous soutenons ces associations dans tout ce qui est le faire grandir, l'égalité des chances dans les quartiers et aider à faire progresser ce sujet. Donc ça, c'est un exemple où nous engageons nos collaborateurs. Par exemple, dans l'ascenseur, on a été le soutien assez fort pour structurer justement cette association d'associations pour justement l'ascenseur, aider à l'ascenseur social. Et donc, on a structuré la façon dont ils coopèrent entre eux, on a structuré les manières dont ils travaillent, le financement, leur business plan, et on a mis des équipes qui ont aidé à faire ça. Donc ça, c'est le mécénat de compétences. Et puis ensuite, vous avez le bénévolat, et dans le contexte de la crise, on a largement développé ça. Ça a été dit tout à l'heure par Sylvain. On a notamment, parce qu'on connaît Vendredi depuis longtemps, utilisé la plateforme Tous engagés, tous confinés. Tous confinés, tous engagés. Pardon. Combien de collaborateurs se sont inscrits dans ce jeu? Alors, là, on a commencé il y a 2-3 semaines, on a environ 250. Ouais. Environ 250 collaborateurs qui sont engagés, et ça monte tous les jours. Ça a mis un peu de temps pour mettre ça dans nos systèmes, que ça se connecte, etc. Mais voilà, donc ça progresse bien et on continue donc à pousser ça. Juste pour vous donner un exemple, on a aussi permis à certains collaborateurs qui avaient des idées dans la crise de s'engager directement sur des projets. Je vais en citer un qui s'appelle Covid Écoute. Covid Écoute, ça a été lancé par une coalition de personnes qui ont voulu aider les familles des patients en termes de soutien psychologique. C'était une idée d'une psychologue, d'une psychiatre qui a dit avec l'association fondamentale de se dire il faut qu'on se connecte avec ces familles et qu'on les aide
à travers des heures gratuites de psychologues ou de psychiatres sur une plateforme qui s'appelle donc Covid Écoute. Et ce que nous avons fait, nous, étant reliés à cette association et cette coalition, c'est en fait de paramétrer, organiser, définir l'ensemble du site qui permet de connecter ces familles ou ces personnes qui ont des difficultés à cause de leurs proches sur le Covid, sur le virus, avec les psychologues. Et donc, on a fait ça en quelques jours. Et on est allé aussi mobiliser une plateforme qui préexistait, mais on l'a utilisée pour aller plus vite. Et c'est AXA qui nous a aidé à le faire dans le cadre de leur rôle dans la santé. Donc voilà quelques exemples de choses qu'on a pu faire. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et alors, on voit qu'il y a une tendance concrètement, c'est inéluctable. Est-ce que vous pensez que ça va être éphémère, ça va être une tendance éphémère ou plutôt durable après cette crise, cet engouement pour l'engagement de compétences, pour le bénévolat, ce sentiment d'utilité à la société? Je pense qu'il y a un risque que le soufflet tombe parce que une fois que le danger sera passé, entre guillemets, les gens vont peut-être retourner à leurs habitudes. Donc, c'est là où c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut qu'il y ait une prise de relais assez forte pour que le soufflet ne retombe pas et qu'on garde au cœur de l'action avec une structuration peut-être un peu plus forte et continuer à ce que ces plateformes continuent d'exister pour justement aller chercher cet engagement, aller le faire connaître, montrer d'ailleurs les bénéfices qui ont été réalisés, montrer les résultats, montrer l'impact et donc aller plus loin. Donc, c'est une opportunité, mais il y a un risque de souffler pour moi, évident. C'est pour ça qu'il est vraiment important que Sylvain, par exemple, ou d'autres puissent relayer ça et le structurer encore plus pour aller encore plus loin et que ce soit soutenu, notamment par les entreprises. Donc, certaines s'y sont intéressées, certaines ont renouvelé leur engagement. Il faut qu'elles continuent. Et pour moi, chez PwC notamment, on a absolument voulu non seulement continuer les soutiens qu'on avait en termes de mécénat de compétences auprès d'associations, mais on a voulu aussi doubler la mise en fait dans les 3 mois de la crise, parce que je pense qu'elle va durer à peu près 3 ou 4 mois de crise sanitaire très forte. On a voulu aider aussi par des missions de compétences pro bono auprès du gouvernement sur un certain nombre de sujets liés à la crise gratuitement, parce qu'on avait d'abord des équipes disponibles pour ça, parce que la crise a impacté nos business, hein, et on a dit, si on veut vraiment aider, il y a des endroits où on peut aider certainement parce qu'on a une capacité d'ingénierie, de multidisciplinaire qui permettent probablement certains services de notre administration et des ministères à faire avancer des sujets plus vite. On voit bien qu'avec Sylvain Raymond et vous deux, et vous Bernard Guénier, vous vous connaissez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble votre partenariat entre un cabinet de conseil et d'audit et une association? Alors, Pro Bono Lab, enfin, on se connaît depuis longtemps. C'est pas moi qui étais d'ailleurs à l'initiative de la relation. C'est à travers notre fondation, je pense historiquement, et à travers un associé qui a été pour moi celui qui, chez PwC, a poussé le mécénat de compétences il y a très longtemps. C'était Éric Berthier à l'époque. Et Éric, qui était directeur général de notre fondation pour la culture et la solidarité, une fondation en France qui s'appelle comme ça. Et cette fondation, elle s'est tournée vers Pro Bono Lab pour je dirais, commencer à engager nos collaborateurs. Et Sylvain est en relation avec nous régulièrement pour animer ce type de dispositif et dire à nos équipes, voilà, il y a des associations qui ont besoin de vous, eh bien on va vous réunir, on va vous mettre en collectif et vous allez par vos compétences multiples, hein, puisque nous avons beaucoup de compétences diverses, on va vous aider à avancer et on va aider ces associations à avancer. Et d'ailleurs, il y a quelques exemples récents dans le cadre de la crise qui ont été menés notamment du côté de Nantes et Rennes récemment, où une trentaine de collaborateurs en virtuel, grâce à Pro Bono Lab, ont pu aider un certain nombre d'associations à résoudre un certain nombre de difficultés qu'elles ont connues. Et puis, je sais qu'il y a d'autres projets, notamment à Toulouse, dans quelques jours ou semaines, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas tout le détail, je dois dire.
Dernière question, de manière d'un point de vue un peu plus humain, bien que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aborde actuellement, bien évidemment, touche à l'humain, touche à la sensibilité, à la solidarité. Mais chez vous, concrètement, je commence par Bernard, cette crise, comment vous l'avez perçue? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'agir ou de consommer au quotidien? Comment vous l'expliquez à vos enfants? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Pour moi, ça m'a D'un point de vue renforcé, plus en fait. personnel. Moi, ça a renforcé ma conviction que la raison du monde néolibéral de la compétition doit être contrebalancée absolument par l'absolue nécessité de la solidarité, qui va être un mot, à mon avis, essentiel dans les mois et les années qui viennent, et que si on arrive à contrebalancer, parce que la compétition, c'est important, mais dans le monde naturel, la symbiotique, c'est aussi très, très important, et donc la coalition, la collaboration, la solidarité permet de trouver des réponses. Donc, je suis convaincu que c'est là où ça se passe, et c'est ce que je dis à mes enfants, en leur disant, il n'y a pas que vous, c'est avec les autres, et par le rôle des autres que vous existez, cette interdépendance, il faut la chérir pour la rendre collective et la faire monter à un niveau supérieur, ce que j'appelle un niveau de conscience, en fait, collective, qui va nous permettre, face à l'urgence, d'éviter de régresser, ce qui est un risque. Et donc, l'absolue nécessité de se coaliser, de faire du collectif, de prendre en compte, pas simplement d'écouter, mais de prendre en compte et de reconnaître. Et on voit bien que pour les soignants et ceux qui sont en première ligne, c'est un point absolument essentiel. On aura fait d'énormes progrès, ce qui veut dire que chacun devra faire des efforts, même si ça sera probablement dans les mois qui viennent très difficile et donc dangereux, parce que la régression peut être là si on ne fait pas gaffe. Même question pour vous, Sylvain Raymond. Qu'est-ce que ça a changé? Vous aussi, vous êtes un citoyen, un homme engagé, mais est-ce que ça, pareil, ça renforce vos convictions, vos valeurs depuis le début? Et est-ce que vous allez prendre de nouveaux engagements plus personnels, peut-être? Oui, et puis d'autant que justement ces questions, je suis un jeune papa de 2 enfants, je suis parti déconfiné en plein cœur de Paris, donc et on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé et je pense que du coup, moi, ce que ça révèle, c'est l'utilité d'un métier comme le mien, mais surtout ce que je trouve intéressant et je rejoins vraiment Bernard sur la coalition, sur la nécessité de faire alliance. Moi, j'apprends de la mobilisation collective, de la mobilisation générale, de ces dynamiques qui tiennent à cœur à Christophe Itier qui a lancé 10%, parce qu'en fait, on se rend compte que ces entreprises qui sont en train de s'engager, elles ont considérablement les moyens de changer le monde de demain et on a même l'impression que ça passera beaucoup, beaucoup par leur capacité, elles, à le faire évoluer. Et puis, à côté de ça, cette économie sociale et solidaire, celle que nous, on va essayer de relancer par la compétence, parce qu'il y a des plans de relance qui sont en train de se mettre en place, une économie sociale et solidaire qui souffre énormément, qui a toutes les solutions, mais qui n'a pas toujours les moyens de faire en sorte que ces solutions passent à l'échelle. Il y a 90% de notre PIB qui a tenu sur certainement une grande partie des 10% de cette économie sociale et solidaire-là. Moi, ce que je retiens plus que jamais, c'est qu'en fait, ces économies-là, faut surtout pas les opposer. Il faut qu'elles travaillent d'autant plus ensemble. C'est pour moi un très très bon enseignement de cette période et ça va s'intensifier dans les mois et années qui viennent. Et je pense que je rejoins complètement Bernard. C'est le sens même d'initiatives comme des coalitions comme celle-ci qui nous rappellent que quelles que soient les cultures, quelles que soient aussi les habitudes d'action de différents acteurs, de différentes sphères, que ce soit économique, politique, publique, associative, finalement, on aura tous là convergé vers une même mission. Je ne sais pas si c'est une même raison d'être collective, mais c'est d'essayer de faire face collectivement et de se sortir de cette crise. Et à l'heure de l'entreprise à mission et de la raison d'être, c'est très, très intéressant. Bien, écoutez, merci beaucoup pour vos propos enrichissants, pertinents et puis inspirants surtout. Merci beaucoup Sylvain Raymond, merci beaucoup Bernard Gagné. J'étais ravie de faire cette 6e émission avec vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 20 mai à 17h. Je le rappelle que 10% Impact & Co, 10% pour tout changer, c'est une initiative en partenariat avec French Impact et Pro Bono Lab que nous avons eu la chance de recevoir dans ce 6e épisode.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les initiatives solidaires des membres de la coalition 10% sur le site de French Impact, rubrique Entraîne. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.